Merci de nous renouveler à tout moment votre confiance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce grand rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres. Le tribunal de première instance de Kaloum a ouvert ce mercredi le dossier impliquant le directeur général du port autonome de Conakry et le PDG du poste de presse Faso TV, Bob FM. Ils sont accusés d'escroquerie en 2013 suite à un recrutement de personnes pour faire la campagne du RPG Arc-en-Ciel. Et puis la presse guinéenne massivement mobilisée ce mercredi pour protester contre la disparition du journaliste Chérif Diallo du groupe Adafo Média depuis 13 jours. Voilà ce qui fait la une de l'actualité. Une fois encore, bienvenue à tous. Je vous le disais en début de journal, la presse guinéenne mobilisée comme un seul homme a marché ce mercredi de la mosquée sénégalaise jusqu'au ministère de la Communication. Objectif, protester contre la disparition de Chérif Diallo, journaliste du groupe Adafo Média depuis 13 jours. Dans la marche étaient présentes plusieurs personnalités publiques, dont le ministre de la Communication. Le film de cette marche avec Lansana Traoré et Souleymane Souma. Ce slogan était scandé tout le long de cette marche, unis comme un seul homme pour réclamer le retour de Chérif Diallo, journaliste à Espace TV, disparu depuis 13 jours. Cette manifestation est une alerte, un SOS des hommes des médias, de la société civile en général, auprès de l'autorité que vous êtes. Elle n'est dirigée contre personne. C'est une forme d'expression mise à la disposition des citoyens dans toutes les démocraties du monde. Même si des actes sont déjà posés allant dans le sens de savoir ce qui est réellement arrivé à Chérif Diallo, nous réclamons davantage d'efforts. Pour le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, la mise en place d'une commission mixte devrait accélérer l'enquête. La commission en question pourrait, à notre avis, être constituée de représentants du ministère des Droits de l'Homme, de la Haute Autorité de la Communication, du département de la Communication, de la police, de la gendarmerie ainsi que de l'Urtelgui. Parti de la mosquée sénégalaise pour le ministère de la Communication, cette marée de journalistes a fait la première escale à la HAC, où la présidente de l'institution a témoigné sa compassion et rappelé le rôle de son institution. Nous sommes à pied d'œuvre depuis que nous avons appris, sans même être saisis officiellement. Parce que c'est ça aussi que je voudrais dire à la presse aujourd'hui. Dès qu'un journaliste a un problème, normalement vous devez nous saisir tout de suite, même avant la police. Cette marche qui vise à réclamer plus d'efforts pour retrouver Chérif Diallo a conduit aussi les hommes des médias guinéens au ministère des Droits de l'Homme et celui de la Communication, où les locataires ont manifesté leur soutien et appelé à la responsabilité. J'ose croire que M. Chérif aura plus de chance que les disparus de Womé, qui, à défaut de les retrouver vivants, nous avons retrouvé seulement les corps. Ce que je vous garantis, le département fera tout ce qui est à son pouvoir dans les limites prescrites par la loi pour faire en sorte que la lumière soit faite dans la disparition de M. Chérif. Je veux aussi ici, devant l'ensemble de la presse, en appeler bien entendu au courage, mais aussi à la sérénité et à la lucidité. Un journaliste qui vit un fait malheureux n'est pas nécessairement quelque chose qui soit lié à la liberté d'expression. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention, exiger de l'État, ce qui est une obligation pour la puissance publique, de dire et à la famille, et au peuple de Guinée, et aux collègues du disparu, ce qui est arrivé aux disparus. Malgré ces déclarations, le président directeur général de Adafo Média souhaite plus d'actes des autorités. Mais encore, il faut peut-être joindre par les actes, c'est très important parce qu'il ne peut pas comprendre. Ça fait 2 semaines, Chérif, on l'a perdu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe du côté du ministère de la Communication, du côté du ministère des Droits de l'Homme, il n'y a pas de communication. Mais est-ce qu'à chaque fois, il faut encore taper sur la table pour que les gens puissent se faire entendre? La liberté de la presse étant un garant de la démocratie, selon le président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, la présence de la société civile à cette marche était une obligation.
Cette grande mobilisation de la presse guinéenne face à cet acte ignoble est la preuve que plus jamais de tels actes ne seront tolérés par les médias guinéens. De son côté, la police a fait un point de ce mercredi sur l'évolution des enquêtes de cette disparition. Des enquêtes qui, selon la police, commencent à révéler quelques pistes sur les traces de Chérif Diallo. Tout de même, la police invite les citoyens à une collaboration avec ses services sur le terrain pour retrouver notre confrère Chérif Diallo, disparu le 23 juillet dernier à Conakry. Ben Oumar Silla pour plus de précisions. De son service Espace TV à Koba en passant par le studio René Lévesque sont quelques traces de Chérif Diallo dénichées par la police. Ces pistes ont permis aux enquêteurs d'entrer en contact avec certains collaborateurs de Chérif et interpeller d'autres pour situer les causes réelles de sa disparition le 23 juillet dernier et chercher éventuellement les auteurs. Nous avons été suffisamment informés que parallèlement au fait que Chérif Diallo travaille à Espace, il donne aussi des cours de journalisme à l'université René Lévesque. Nous nous sommes rendus donc à l'université René Lévesque. C'est là où nous avons été informés qu'au 4e étage de l'université, il a aussi installé un studio René Lévesque. Et ça, il aurait monté depuis le mois de mai 2015 en rapport avec un associé du nom de Ablaye Diallo. Nous avons reçu des informations de la part d'Espace comme quoi Chérif se trouverait à Koba. Ils nous ont communiqué les deux numéros. Un numéro ne passait pas, mais un numéro nous a permis d'être en contact avec un individu qui se trouvait effectivement à Koba. À la question de savoir est-ce que Chérif se trouverait à Koba, il a dit oui, mais que compte tenu du fait qu'il n'est pas à la maison, de rappeler dans 40 minutes. Ce que nous avons eu à faire, et au lieu que ce soit lui qui prend le téléphone, c'est une autre personne qui a eu à prendre le téléphone pour nous dire oui, qu'il est le frère de celui-là avec lequel nous avons eu à communiquer, et qu'effectivement, Chérif était à Koba, mais il a quitté, il a disparu. Dans ces enquêtes, la police sollicite la collaboration des citoyens pour la fourniture d'informations pouvant ouvrir d'autres pistes. La Direction générale de la police nationale rassure les populations et collaborateurs de sa disponibilité sans faille à rechercher le journaliste Chérif Diallo et compte sur la collaboration de tous et de chacun. D'autres recherches sont également lancées par la police judiciaire, notamment le décryptage du répertoire téléphonique des shérifs et l'alerte au niveau des frontières. Justice à présent, le dossier de l'affaire d'escroquerie qui mouille le directeur général du port autonome de Conakry, Mamadou Bassankon et le PDG du groupe de presse Faso TV, Baobab FM, a été ouvert ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum. Les précisions avec notre reporter Maurice Dubé. C'est une affaire d'escroquerie autour de 600 millions de francs guinéens qui trempe et éclabousse Mamadou Bassankon, directeur général du port autonome de Conakry, et Khalil Talibi Dabo, PDG du groupe de presse Faso TV Baobab FM. Ce mercredi, cette affaire judiciaire a été ouverte au tribunal de première instance de Kaloum. Ces deux personnes et 4 autres mises en cause ont brillé par leur absence au cours de la première journée de ces feuilletons judiciaires qui ne fait que commencer. Que certaines de ces personnes disent qu'elles sont au-dessus de la loi, qu'elles ne peuvent pas venir à la justice. Comment pouvez-vous imaginer que ces personnes-là, qui sont à moins d'1 kilomètre du tribunal, refusent de venir au tribunal pour se faire entendre? Ailleurs, lorsque la justice se convoque, vous venez à plat le ventre. Vous êtes le premier à être présent. Mais dans notre pays, les choses vont à l'inverse. Certains pensent qu'ils peuvent braver la loi. Certains pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. J'ai dit non et non. Cette affaire d'escroquerie remonte en 2013 à la veille des élections législatives. 60 personnes ont été recrutées par Khalil Talibi Dabo pour battre campagne en faveur du RPG Arc-en-Ciel à Zérékour et à Farana. Des badges, des ordres de mission confectionnés et 4 jours de formation suivis. Talibi Dabo a réussi à obtenir 600 millions de francs guinéens destinés à payer les 60 missionnaires. Mais contre toute attente, cette manne financière a pris une autre destination.
C'est M. Mamadouba Sankon qui a établi le chèque, un montant de 600 millions de francs guinéens. Si ce n'est pas lui qui a établi le chèque, si ce n'est pas lui qui a fait le paiement, qu'il vienne au tribunal, rapporter la preuve du contraire. Il lui appartient à lui seul de dire où il a pris cet argent pour payer 10 véhicules sortis d'usine qui devaient transporter les 60 missionnaires. Ce dernier avait également déposé sa facture. Mais lui, il n'a pu obtenir que 150 millions de francs guinéens pour le faire taire, pour ne pas qu'il parle de cette affaire. Dans ce bras de fer judiciaire, les avocats de la défense ont été ignorés par le tribunal, à plus forte raison d'avoir la parole. Selon Maître Salif Beyavogui, si ces mises en cause refusent de comparaître la prochaine fois, ça sera à leur risque et péril. Mes éminents confrères que je respecte tant étaient dans la salle, mais ils ne pouvaient pas prendre la parole. Le président du tribunal a même dit qu'il ignore même leur présence dans la salle. Ça serait à leur risque et péril. Dans tous les cas, ce pas de personnes cachées. Elles sont connues. S'ils ne viennent pas, l'arbitre sera prêt, le juge, entre guillemets, à faire droit à nos prétentions. Et ce serait très grave pour les conséquences. Le président du tribunal a renvoyé l'affaire au mercredi prochain pour faire éclater la vérité. Parlons à présent de la pêche artisanale, un secteur qui est laissé pour compte en Guinée. Les acteurs ont du mal à exercer la profession en cette période d'hivernage. Pire, ils n'ont aucun moyen technique pour faire face aux contraintes, une situation qui provoque la rareté de poissons sur le marché. Les pêcheurs artisanaux face aux difficultés, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Fali Djilavoyi. Aboubakar Kamara, un vieux briscard du secteur de la pêche artisanale, ne désarme pas. La soixantaine, il vante les mérites de sa profession. J'ai construit 2 maisons et fondé ma famille. J'ai 2 femmes et des petits-fils. Donc ce métier est avantageux pour moi. Le village de pêche de Kaporo qui borde la façade maritime à Conakry fait aujourd'hui face à une situation exceptionnelle quant à l'une des activités principales de ces populations. La pêche artisanale en cette période de grande pluie. Depuis ce matin, tous sont au port. Il y a des menuisiers qui font leur travail, d'autres réparent leurs filets. Nous souffrons ici au port. On n'a pas de matériel. Nous payons actuellement une planche à 75 000 francs et un moteur à 25 millions. Un seul pêcheur ne peut pas payer cet équipement. Malgré le manque criard d'équipements techniques adéquats, les pêcheurs artisanaux grouillent. Ils font face à plusieurs défis. Aucune des pirogues n'est fonctionnelle. Si nous voulons travailler, on est contraint de louer les machines à 25 000 francs guinéens par jour. On souffre. L'État doit nous aider en nous accordant des prêts pour y remédier. Un cri de cœur qui corrobore avec une ambiance plutôt morose. Ici, un calme règne sur l'océan Atlantique. Aucune activité n'est viable. En attendant le bon climat, les pêcheurs réparent leurs filets. Actuellement, je suis fatigué. Maintenant, je fais la réparation des filets de pêche. De Kaporo, nous voici au débarcadère de Boussoura. Notre périple est interrompu. Ici, notre équipe a été expulsée mani militari par les agents des douanes sans aucun motif. Les barges et autres hors de mission brandis ont été refusés. Bon, si vous ne comprenez pas... Non, j'ai compris. C'est là m'a étudié, j'ai compris. Bon, nous les gars, les douaniers... Nous sommes en train de réaliser un grand reportage. Au port artisanal de Boulbini, le décor n'est pas le même. Ils sont nombreux les jeunes qui ont déjà rallié ce port. Ibrahima, un diplômé de l'université guinéenne, est l'un des armateurs qui se veut optimiste quant à un avenir rassurant. C'est un métier vraiment qui est raisonnable, qui est rentable. Non seulement tu vas assister à la population d'avoir la protéine animale et tu ne seras pas à la merci des autres. Et encore vraiment tu vas fermer tes petits business. C'est différent de travailler pour quelqu'un, par exemple des sociétés de gaz. Là, tu touches les 800 000 par mois et encore là, ton temps est calculé. Ici, quand la pêche est favorable, tu peux toucher les 1 à 2 millions comme ça par mois. Et ça, tu travailles pour toi personnellement. Depuis que j'ai fini la fac, je suis ici au port de Boulbini, au moins 3 ans de cela.
Bon, au fait, on a fait beaucoup de textes au niveau de la fonction publique. Le résultat n'était pas favorable pour moi. Donc c'est ici que j'étais avant qu'ils accèdent à l'université. Ici est plus rentable par moi par aller travailler dans une société qui me paye très faible. L'autre problème constaté dans le secteur est l'insécurité. Les pêcheurs artisanaux et autres autorités des débarcadères plaident pour y pallier. Quand vous vous rencontrez avec les pirates, ils vous attaquent et prennent votre nourriture, votre eau, vos machines et autres. Ce sont des gens au visage masqué et lourdement armés. Ils confisquent tous nos biens. Le dernier problème soulevé par les pêcheurs artisanaux est celui de la concurrence des pêcheurs industriels. Avec leurs gros engins, ils réalisent les meilleures recettes. Au-delà de cette situation, dit-on, alarmante, une chose est constante. Le poisson qui se fait de plus en plus rare coûte cher sur le marché. L'on s'achemine lentement mais inexorablement vers la présidentielle du 11 octobre prochain. Les Guinéens se posent les questions sur la tenue de ce scrutin, surtout que les acteurs politiques impliqués dans ce processus sont divisés et n'accordent pas leur violon sur les critères d'organisation de cette échéance électorale. Commentaire Alpha Marban. La Guinée est à une étape décisive de son histoire. En effet, le pays est à quelques mois des élections présidentielles prévues pour le 11 octobre prochain. Même si pour l'instant, la campagne électorale n'est pas lancée, mais tous les discours politiques des principaux acteurs impliqués dans ce processus vont dans ce sens. Mais au-delà des mouvements et autres associations de soutien à connotation régionaliste, communautariste, voire même ethnique, une crise de confiance persiste entre ces acteurs politiques depuis la rupture du dialogue interguinéen au mois de juin dernier. Des points d'achoppement au sujet du mandat des délégations spéciales, de la refonte de la CENI ou encore du fichier électoral sont à la base de cette situation. Et pourtant, la reprise de ce dialogue politique interguinéen avait suscité beaucoup d'espoir au sein des populations. Hélas, comme tous les dialogues politiques intervenus en Guinée depuis pratiquement 2007, celui de 2015 s'envole également en éclats et finalement, la montagne n'aura accouché que d'une souris. Et les conséquences du côté de l'opposition ne se sont pas fait attendre puisqu'elle avait projeté de reprendre les manifestations de rue dès après le mois de carême musulman. L'heure est plus qu'opportune pour interpeller tous ces acteurs politiques de mettre de l'eau dans leur vin, d'accepter de regarder les problèmes des Guinéens qui vivent aujourd'hui au jour le jour à cause de la crise économique accompagnée d'une cherté de vie qui ne leur permet pas d'assurer les 3 repas quotidiens. Que dire de l'insécurité qui aujourd'hui a pris des proportions inquiétantes? Chaque jour que Dieu fait en Guinée, s'il n'y a pas mort d'homme, on parle de disparition et les enquêtes restent pour le moment sans suite. Les Guinéens veulent vivre dans la paix et la cohésion sociale, dans la sécurité et dans l'acceptation mutuelle. La politique ne doit pas nous diviser, mais plutôt nous rapprocher, car chaque citoyen, que tu sois de l'Est ou de l'Ouest, du nord ou du sud du pays, est un Guinéen comme tout autre Guinéen. Refusons la haine, l'ethnocentrisme et autres fléaux de ce genre pour une Guinée unie et émergente. Le président du CRAC entendait le collectif pour la réélection du président Alpha Condé en 2015 était dimanche dernier à Guékedou pour assister à la finale du tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Condé lancé le 4 juillet dernier au stade de Guékedou. Le tournoi a connu la participation de 9 communes rurales plus la commune urbaine. La sous-préfecture de Koundou Lengo Bengu a remporté le trophée face à la commune urbaine de Guékedou. Bernard Le collectif pour la réélection d'Alpha Condé s'active à travers le pays pour gagner son pari, celui de réélire le président de la République dès le premier tour de la présidentielle du 11 octobre prochain. Dimanche dernier, son président s'est rendu à Guékedou pour assister à la finale du tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Condé, une initiative du bureau local du CRAC de Guékedou. Quand j'ai quitté le RDIC, beaucoup disaient que c'était faux. Pour faire pour prouver au monde, à la population de Guékedou, il fallait que j'organise ce tournoi. Ce qui m'a surtout motivé, le professeur Alpha Condé a commencé des actions. Il faudrait, j'insiste là-dessus, lui donner le temps nécessaire pour continuer. Et ce temps-là, c'est le 11
octobre 2015, il va être réélu en un coup KO à Guékédou. Entamé le 4 juillet dernier au stade Kendena Dembadouno de Guékédou, le tournoi doté du trophée professeur Alpha Condé a connu la participation des 9 communes rurales de la préfecture, plus la commune urbaine. Après toutes les étapes éliminatoires, la commune urbaine a disputé la finale avec la commune rurale de Koundou Lengobengu. Résultat final, le FC Koundou Lengobengu a remporté le trophée avec une victoire obtenue au tir au but, ce qui a amené Malik Sankon et sa délégation à encourager toutes les équipes participantes. Je suis sûr que cette coupe-là n'est qu'un signe, un signal que les populations de Guékédou envoient en direction du pouvoir, comme pour dire au professeur Alpha Condé, ils sont derrière lui. Après la remise des différents trophées, le président du CRAC a invité les militants de Guékédou à œuvrer pour la réélection du chef de l'État dès le premier tour. Le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé n'est pas un parti politique. C'est un collectif qui regroupe et les partis, et les associations, et les mouvements de soutien, et les serrés, et les groupements de femmes. Notre seule ambition, c'est de faire réélire le professeur Alpha Condé dès le premier tour. Une rencontre technique avec le bureau local du CRAC a sanctionné la fin de la cérémonie. La candidature de l'international guinéen Abdul Karim Bangoura Akabé au congrès de la Fédération guinéenne de football a été finalement invalidée mardi par le comité exécutif de l'actuelle équipe dirigeante de la FEGIFOOT. La structure a rendu publique la liste des 2 candidats retenus au poste de président du congrès qui doit se tenir le 14 août prochain à Conakry. La décision est désavouée par Abdul Karim Bangoura. Santé Souma nous en dit davantage. À quelques jours de la tenue de son congrès, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football a rendu publique la liste des candidats retenus. Annoncé candidat pour briguer le poste de président de la FEGIFOOT, Abdul Karim Bangoura a vu sa candidature rejetée. Ayant en lui beaucoup plus de vertus et de valeurs que eux, non. On sait aujourd'hui que pour permettre au football guinéen d'être à l'image des pays voisins, il faut une ligue professionnelle de football. Il y a 4 ans, cette fédération a promis cela aux clubs de première et de deuxième division. Ils ne l'ont jamais fait. Akabé ne contient pas sa déception à l'endroit de la FEGIFOOT. Pour lui, l'article 36.4 du statut de la FEGIFOOT n'est pas appliqué au pied de la lettre par les dirigeants actuels. Texte de loi que eux-mêmes ne respectent pas une ligne. Ça me fait un peu marrer parce que tous les jours, il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour recaler la candidature d'Akabé, parce qu'Akabé devenait dérangeant pour eux. S'ils étaient sûrs de leur bilan, s'ils étaient sûrs de ce qu'ils ont fait pour le football guinéen, ils allaient laisser compétir tout le monde, tout simplement. Mais cette fédé va nous voir sur sa route, parce que c'est des affairistes qui ont pris le football guinéen en otage et nous, on ne va pas se laisser faire. À en croire le directeur de campagne du candidat Akabé, son président représente un danger pour les dirigeants de la FEGIFOOT. D'un Super V qui détruit la vie de 24 jeunes, qui ne vit que de corruption et de mauvaise gestion du football guinéen. Je ne connais aucun stade en Guinée où on a vu l'ombre de Super V superviser ou assister à un simple match de série nationale. Je ne parle même pas de football à la base. Ce n'est pas sa tasse de thé. Pour l'heure, les responsables de la Fédération guinéenne de football se refusent à tout commentaire depuis l'annonce de ce verdict qui fait assez de bruit à travers le pays. Les mouvements de soutien à Akabé se disent prêts à battre le pavé pour exprimer leur colère contre ce qu'ils appellent le tripatouillage des textes de loi qui régissent la FEGIFOOT. Place à présent à la rubrique l'invité du journal qui reçoit pour vous M. Malik Tidiane Touré. Il est membre de la cellule stratégique de communication rattachée au bureau du président GPT Guinée pour tous de M. Kassori Fofana. M. Malik Tidiane Touré, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, le parti GPT Guinée pour tous organise son congrès le jeudi 6 août. Dites-nous ce qu'on peut attendre de ce congrès. Comme vous le savez, madame, un congrès est toujours un moment important dans la vie du parti politique. Un moment extraordinaire sur le plan démocratique qui permet au parti de répondre à 3 questions essentielles. La question de la ligne politique, donc la clarifier aux yeux des militants et aux yeux de la classe politique entière. La question, quelque part, disons, de renouvellement de son équipe dirigeante.
car chaque congrès est un moment démocratique majeur où le mandat des différentes divisions du parti est remis, la confiance est demandée aux militants de leur apporter ce qu'on appelle ici la nouvelle légitimité. Et troisième chose, c'est la question quelque part des alliances, clarifier des alliances avec qui nous allons aux élections, qui nous soutenons et sur quel programme, sur quelle stratégie politique. Donc voilà en sens les trois enjeux qui caractérisent tous les congrès. D'accord. Quels seront les grands enjeux de cette retrouvaille? Les grands enjeux de ce retrouvaille, cette année, le parti a volontairement placé ce congrès sous le triptyque démocratie, développement et progrès social. Démocratie, pourquoi? Parce que nous pensons, que, comme le dit d'ailleurs Renan, que la démocratie c'est un plébiscite de tous les jours. Que pour le GPT, c'est quelque chose qu'il faudrait remettre au cœur de l'orage. Parce que tout simplement aussi, parce que les acquis démocratiques sont assez fragiles. Donc il y a un besoin urgent, quelque part, disons, de participer à sa consolidation. Développement, parce que c'est l'horizon indépassable de nos politiques publiques. Depuis notre indépendance, nous sommes à la quête de ce développement économique, donc c'est un moment pour le GPT d'articuler un certain nombre de propositions qui peuvent enrichir le projet présidentiel autour de ces thématiques majeures de la politique publique. Progrès social parce que c'est la finalité. C'est la finalité, placer l'humain au cœur de toutes les stratégies économiques de développement serait une manière, quelque part, disons, de partager les fruits de la croissance, serait une manière d'intégrer ce qu'on appelle le plus souvent les invisibles de la République dans les grands projets nationaux. Une dernière question peut-être. Ce congrès intervient à quelques mois de la présidentielle du 11 octobre prochain. Quelle sera la position de votre parti et par rapport à l'organisation de cette échéance politique? La position de notre parti est claire. Elle est visible déjà avec, c'est-à-dire le rôle institutionnel que joue le président du GPT au sein du Conseil présidentiel des investissements. Oui. Elle est visible par la mobilisation de la machine militante du parti auprès, quelque part, du soutien au programme du président de la République. Ce congrès ne serait que ce qu'on appelle un congrès de confirmation. De dire clairement à l'intention de l'opinion publique et de l'opinion internationale que cette année, le GPT ne présentera pas de candidat et le candidat naturel du GPT serait le professeur Alpha Condé. Donc nous apportons notre soutien, à qui nous apportons notre soutien. La phrase de la fin, c'est que nous souhaitons que ce congrès soit une fête, c'est-à-dire un congrès utile pour le pays. C'est pourquoi nous allons essayer de présenter ce qu'on appelle les grandes résolutions, des propositions, nous prendrons des initiatives. Nous mettrons la machine militante, nous exhorterons le parti à se mettre en ordre de marche. C'est pourquoi nous adressons là que vous avez mis en place, est-ce qu'on peut savoir Déjà la semaine dernière, chère madame, nous avons organisé l'école des cadres. Nous avons organisé l'école des cadres, c'est une manière de nous rendre utile pour le débat public, en ce que nous avons placé cette année cette école du cadre qui va au service de la jeunesse, autour du thème de l'entrepreneuriat. Il s'agissait pour nous de confirmer la ligne libérale du gouvernement qui, depuis 1984, c'est un choix d'orientation que nous avons fait depuis 1984, de placer l'initiative privée comme étant le moteur de la croissance économique. Mais depuis 30 ans, il y a eu un déficit d'appropriation c'est-à-dire de ce mot d'ordre par les populations, en l'occurrence par les couches juvéniles. Il s'agit donc pour le GPT quelque part de mettre cela au cœur de son engagement politique en essayant d'apporter à ces jeunes les éléments de formation qui peuvent les initier à la création d'entreprises. Une manière pour elles de participer au développement économique de ce pays et aussi de garantir leur épanouissement personnel. Voilà, merci beaucoup à M. Malik Tidiane Touré d'avoir répondu à toutes ces questions et surtout d'être passé chez nous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions donc avec M. Malik Tidiane Touré. Il est membre de la cellule stratégique de communication rattachée au bureau du président GPT, Guinée pour tous, de M. Kassori Fofana. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et prenez soin de vous-même et des autres. Au revoir.